fil. Bon, Andrea, t'es prête ? Oui, je suis prête. Là, on est devant la porte de Jean-Paul. On y va. La petite cloche, hop. Il y a des escaliers. Donc, on vient, on monte. Je suis excitée, angoissée. Non, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Allez, on sonne. Bonjour. Bonjour mesdames. Alors Jean-Paul, voilà, on se présente. On est Andrea et Karine du podcast Le Fil. C'est Coraline de Wurtemberger qui nous envoie. Un podcast qui explore les liens en Suisse romande. Mais tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord de reprendre ce fil ? Ai-je le choix ? Non. Alors je le prends. Alors, volontiers. C'est parti, c'est très joli parce que ce que les auditrices et les auditeurs ne voient pas, c'est que Andrea, cette petite maligne, a un fil dans sa poche et vient de le donner à Jean-Paul. Alors on y va, Jean-Paul, on commence. Vous êtes dans le fil. Ma première question va être, qui est Jean-Paul ? Qui est le vrai Jean-Paul dans l'intimité ? Et le vrai Jean-Paul, vous l'avez devant vous. C'est un Jean-Paul entier qui ne trichera pas. Ce Jean-Paul est né un certain jour de décembre 1949 dans cette maison, la maison de mes parents et puis celle de mes grands-parents avant eux. J'y ai eu 3 filles qui sont maintenant mères de famille, donc je suis grand-père de 8 petits-enfants. Et quelles sont vos passions, Jean-Paul ? Passion, c'est peut-être un grand terme. Je préfère, j'aime vivre déjà le mieux possible, le plus heureux possible. Donc je suis à la retraite, une retraite active. J'aime la musique, je la pratique par le chant, je fais du bénévolat. J'aime les choses que je fais et que je peux choisir. Et c'est tout ? Non, c'est pas tout. Jean-Paul a aussi besoin de prendre du recul et de la hauteur au travers de ce qui est beau, comme de la belle musique, du théâtre, de la littérature, des textes bibliques aussi, car il est croyant et investi dans la vie de l'église réformée de sa région. Et il aime aussi les plaisirs de la table, cuisiner, il apprécie les bons vins, la convivialité. Footballeur passionné, il pratique encore la rando. Bon, on y retourne ? Allez, on y retourne. Vous nous disiez que vous étiez à la retraite. Et qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais paysan. Métier que j'ai choisi à 20 ans. J'ai travaillé avec mon père, j'aimais la terre, j'aimais la campagne. Et à 20 ans, se sont placés 2 choix devant moi. Je me rappelle très bien d'un certain dimanche, j'étais à l'école de recrue. Et mon père m'a demandé de discuter avec moi un moment. J'avais terminé mon école de recrue, j'avais une formation d'agriculteur. Donc j'ai suivi mon bagage d'apprentissage, de formation. J'avais un diplôme, mais la vie était ouverte devant moi. Le domaine où je suis maintenant, mon père l'avait loué, donc j'avais le choix de ne pas le reprendre. Et mon idée, c'était de partir aux États-Unis. Et j'étais prêt à partir. D'ailleurs, j'avais de la famille aux États-Unis. Et ma tante m'avait dit, tu es le bienvenu, je te trouverai une place. Donc c'était les grands espaces qui étaient ouverts devant moi. Et mon père m'a parlé de notre voisin qui habitait dans la ruelle, qui voulait arrêter son exploitation. Et alors, j'aurais pu reprendre son exploitation et celle de mon père, et ça devenait intéressant. Jusqu'alors, celle de mon père elle était trop petite et il avait tout arrêté, donc il devrait partir à zéro. Et c'était pas dans mes plans. Et je me voyais pas du tout à ce moment-là reprendre cette ferme, ni même cette maison, rien du tout. Et puis j'ai eu un choix à faire. Ça a été assez cornélien comme choix. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai décidé de rester et de reprendre l'affaire. Et là, je vais vous donner une petite anecdote qui est quand même croustillante et belle. La maison où je suis, c'est mon grand-père qui l'a achetée en 1897, mais qui était parti en 1865-70 aux États-Unis, parce qu'il était de la vallée de Joux et il y avait la crise horlogère. Et après 11 ans, il a reçu une lettre d'une certaine Ida Elisabeth qui lui a dit « Écoutez, cher ami, si vous ne revenez pas, j'ai un parti qui m'attend. » Parce qu'ils se connaissaient, ils s'étaient connus avant qu'ils partent. Et mon grand-père a reçu cette lettre et il a fait ses valises et il est rentré au pays. Mais il était amoureux d'elle. Il était amoureux d'elle. Ils se sont mariés, je crois, à Aubonne et ils sont venus à Tredet et on les appelait Roméo et Juliette. Ah
Mais c'était très différent l'un de l'autre. Hein. Ah oui. Lui, il l'appelait l'américain, il marchait sur les mains, là, dans la rue. Parce que voilà, c'était un artiste un petit peu... c'était un peu un paysan contrarié. Il avait fait 11 ans aux États-Unis. J'imagine qu'à ce moment-là, ça doit marquer son personnage. Hein. Donc il est revenu là, par amour pour Ida. Et ils ont eu 7 enfants, dont mon père. Après, ensuite, c'est mon père qui a repris tout ça. Nous, on était 4 enfants. Et puis après, je me suis marié et on a eu 3 enfants. Qui ont des racines terriennes, puisque elles étaient filles de paysans. Hein. Elles ont toutes fait des études universitaires. Mais elles gardent ce côté de la terre en elles. Elles l'aiment bien, je pense. Ça n'a pas été facile, parce que... Voilà, elles ont eu affaire à un père qui était déterminé, pas toujours tendre. Mais voilà. Déterminé à quel niveau? Déterminé dans son métier Moi, à 21 ans, j'étais patron. Et ma sœur aînée, qui habite au Maroc, à Rabat, quand elle revenait, elle me disait « Tu as vieilli très jeune, par le poids des responsabilités. » À 21 ans et à 23 ans, 24 ans, j'étais marié. À 25 ans, ma première fille. Et il a fallu remonter toute cette exploitation. Donc, c'est vrai que j'ai pas choisi le parcours le plus simple. Je regrette pas. Simplement, des fois, je me dis, qui serais-je aujourd'hui? Et ce lien à la terre, vous pensez que c'est dans le sang ou est-ce que vous avez appris à aimer cette terre? Non, c'est dans le sang. Ma mère était fille de paysan aussi. Et je pense que entre les deux, je suis le mélange. J'ai le côté peut-être plus paysan de ma mère et plus ouvert. Mon père, c'est un paysan contrarié. Je vous ai parlé de mon grand-père, mais mon père aussi. Lui, il se voyait prof de maths, géomètre, enfin des choses comme ça. Et puis, voilà, il a dû reprendre la ferme. Il s'est peut-être pas défendu. Il a peut-être pas osé dire j'aimerais faire des études de ceci ou de cela. Il a repris la ferme. Voilà, on a été éduqués là-dedans, mais j'ai pas eu un père dynamique. C'est pas lui qui m'a donné l'exemple de la ferme. Jean-Paul est un homme de défi. Il s'en fixe régulièrement. Il y a 40 ans, il a planté une vigne dont il s'est occupé avec soin et bonheur. Il a aussi consacré une vingtaine d'années aux affaires politiques de Trélay, sa commune. Et en ce qui concerne son exploitation? J'avais des étapes d'une dizaine d'années. Pendant 10 ans, j'ai eu des vaches laitières. Jusqu'au jour où je me suis dit non, je vais pas passer ma vie là derrière. C'est pas possible. J'aime faire autre chose. J'aime prendre du temps. Savoir que les vaches, c'est matin et soir, toute l'année. Hein. Il n'y a pas de répit. Donc après, j'ai arrêté le lait, j'ai fait du bétail. J'ai engraissé des bêtes. Puis ensuite, j'ai terminé avec des vaches mères, où les veaux sont sous la mer. Et ça a été vraiment ce que j'aurais dû faire tout de suite. C'est intéressant, mais ça me bouffe. Hein. Et Coraline, quand elle venait chez moi, que j'avais mes vaches, des fois, je lui disais, mais elle me bouffe. Parce que c'est une présence. Elle disait justement que vous aviez un lien très particulier avec vos animaux, que vous parliez à vos vaches. Oui, j'aimais leur parler. Mais étant donné que j'avais d'autres branches de travail à côté, donc des céréales, des machins, je pouvais pas m'occuper que de mes vaches. Je pouvais leur donner un peu, mais il y a des moments où je leur disais, vous m'énervez, foutez-moi la paix. En gros, c'était ça, comme à des enfants où vous leur dites, au bout d'un moment, c'est bon. Et mes vaches, elles faisaient le corps avec moi. Hein. C'est-à-dire? Je sais pas, je me mettais là, je leur disais, les fifis, elles se regardaient, elles m'appelaient. On nous a dit que toutes ces vaches avaient des prénoms, c'est juste? Ah oui. Si j'ai pas tous les prénoms, toutes les têtes de mes vaches, je les ai vues, elles sont photographiées. Je sais que Baronne avait cette tête, je sais que Grande Langue avait cette tête, je sais que Tigré avait cette tête et cette robe, voilà. Ça, je me souviens de toutes. Hein. Vous nous parliez tout à l'heure de votre grand-père qui était parti aux États-Unis et qui était revenu en Suisse par amour. Alors, comment est-ce que vous, Jean-Paul, vous vous définiriez dans vos relations? Alors moi, je suis un Sagittaire, bien trempé. Je suis quelqu'un d'assez entreprenant. Dans mes relations, je les choisis, je ressens assez bien les choses. Je suis assez dominant, mais après c'est une question d'adaptation. Donc, j'ai des goûts particuliers, je veux pas n'importe qui, puis je suis quelqu'un d'amoureux. Voilà. Donc, vous feriez aussi des folies par amour, comme votre grand-père? Je pense que j'en ai fait, oui. Mais c'est pas fini, vous en ferez peut-être encore. J'espère que j'en fais encore. Alors après, on peut voir tout le côté dogmatique, c'est-à-dire
Là, on tombe amoureux, on se marie, on fait une vie. Moi, ça n'a pas été tout à fait mon cas. Il y a une belle famille. Je crois que c'est ce que je garde de positif, c'est quand on a eu 3 enfants qui sont devenus des adultes, qui sont bien dans leur peau. Mais est-ce que vous avez besoin des autres pour vous sentir mieux, ou vous êtes plutôt à l'aise dans la solitude, dans l'isolement même, je pourrais dire? Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui va, pour se protéger lui, n'hésitera pas à faire le vide autour de lui s'il y a besoin. C'est ça? C'est exactement ça. C'est souvent ce qu'on me dit dans mes relations. C'est que, et c'est moi-même, je peux être très solitaire, de par mon éducation. Je remonte souvent à mon enfance. C'est pas pour rien que j'ai fait quand même plusieurs thérapies. J'en fais encore pour mon bien-être. Mais ce côté solitaire est très fort en moi. Je me suis fabriqué et ça m'accompagne toujours. Je voudrais pas vivre en solitaire. Je suis capable de vivre en solitaire, même longtemps. Mais quand tout à coup j'ai besoin, plus rien n'a d'importance. Je dois me protéger. Et là, j'entre un peu dans ma bulle. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Voilà. Oui, j'ai ce côté solitaire, mais pas que. Mais c'est une peur de souffrir, en fait? Peut-être peur de revivre certaines choses de mon enfance. Certainement. Il y a une protection là. Donc c'est pas une enfance malheureuse. C'est une enfance assez difficile quand même. Dû à l'époque aussi. On sortait d'une deuxième guerre. Je suis né en 49. La vie était pas simple, à la campagne encore moins. Puis mes parents, mon père, c'est pas un tendre. Oui, j'ai appris à me protéger, à encaisser, à vivre seul. Puis je pense que ça m'a marqué, mais il n'y a pas que du mauvais là-dedans, hein, parce que ça m'a forgé un caractère. Et je me souviens qu'à 13 ans, j'étais souvent en confrontation avec mon père. J'ai un frère qui a 4 ans de plus que moi. Lui, il n'avait pas de problème. J'avais l'impression qu'il n'avait pas de problème. Et je me souviens, je me vois encore à table en face de mon père, et je lui ai dit, je vais te montrer comment je m'appelle, je vais te tenir tête. Je ne lui ai pas dit, hein, parce que nos conflits étaient assez larvés quand même. Mon père était autoritaire, puis en fait, je crois que je suis devenu aussi quelqu'un d'autoritaire, certainement un peu différent, j'espère un peu différent. Est-ce que entre vos frères, justement, il y a une espèce de solidarité qui s'est développée, où c'était chacun pour soi et on essaye de faire au mieux, chacun avec soi-même déjà pour pouvoir vivre et puis un peu se débrouiller, et peut-être que vous avez eu des discussions a posteriori adultes sur ce que vous ressentiez. Oui, alors comme on était 4, il y avait les 2 aînés, les 2 derniers. C'était fille-garçon, fille-garçon. Pardon, j'ai dit frère, mais je n'avais pas entendu qu'il y avait des sœurs. Oui, il y a 2 sœurs. On était 4. Oui, au début, j'ai dit une fratrie de 4. Donc les 2 aînés, fille-garçon, étaient assez rapprochés. Ils s'entendaient bien, les 2. Moi, avec mon frère, il y avait 4 ans. Il y avait une grande différence. Donc je m'entendais mieux avec ma sœur, qui avait 2 ans de plus que moi. On a fait équipe. Je pense qu'on a fait équipe à notre manière. Mais avec mes 2 aînés, séparément, on a pu se dire beaucoup de choses de notre enfance et de notre éducation. Et pour répondre à la question de mon frère, il m'a dit aussi, t'inquiète pas, pour moi c'était dur aussi. J'ai quand même l'impression que, oui, que mon père avait une préférence pour lui. Mais ça m'a forgé et ça m'a pas vraiment dérangé. J'ai morflé, mais je me suis battu. Et c'est ça qui m'a permis de faire ce que j'ai fait. Et vous êtes devenu un papa comment alors? Ma fille, elle si elle venait, elle vous dirait tout. Elle est prof, ma fille. Elle enseigne à Genève, donc elle pourrait très bien raconter ce qu'elle a vécu. Non, je pense que j'étais pas. J'avais une épouse, hein, donc on est 2 dans un couple. J'ai souvent dit à table, ou quand il y avait des fois des tensions, je leur disais, ou je disais à ma femme, je n'arrive pas à donner ce que je n'ai pas reçu. Par exemple, faire des cadeaux à mes enfants. Aujourd'hui, j'en fais. Parce qu'aujourd'hui, je suis un autre Jean-Paul qui a pris du recul, qui a pris de la bouteille. Mais quand j'étais dans le feu de l'action, et comme je vous ai dit, à 21 ans, j'étais patron, à 23 ans, j'étais marié, ou 24 ans, donc imaginons tout ce que ça représente. J'ai pas reçu des cuillères en argent dans la bouche pour démarrer. Donc voilà. Beaucoup de responsabilités. Je pense pas que j'étais pas un tendre, hein, mais j'avais quand même un cœur tendre. Je savais récupérer quand il le fallait, mais j'étais très pris par mes activités. J'ai pas toujours été le père que j'aurais dû être. Je l'ai été
mais à partir de mon divorce. Ça m'a permis d'être plus moi, peut-être. Voilà, je mets pas la faute sur qui que ce soit, hein. C'est la vie. Mais comment vous vivez ces coupures de liens, par exemple? Parce que j'entends un peu, vous avez de la facilité à vous engager dans plein d'activités, mais tout d'un coup, quand il y a un engagement plus grand peut-être avec quelqu'un, là, ça vous fait un petit peu peur. Je me trompe? Ou c'est juste... Non, vous ne trompez pas vraiment. J'ai été marié 23 ou 24 ans. Mais Coraline, c'est une histoire qui a duré une vingtaine d'années. Bon, on était chacun chez soi, on n'a pas habité ensemble. Des fois, ça me questionne de me dire pourquoi je ne suis pas arrivé à rester fidèle à une personne toute ma vie. C'est moi. Je crois que c'est moi. C'est moi avec mes qualités, avec mes défauts. Je les assume. Je sais que je peux faire mal dans mes ruptures. Mais c'est vous qui partez toujours? En général, c'est moi. J'aime bien rencontrer. J'aime bien aussi... j'aime bien, non, parce qu'on ne peut pas dire j'aime bien. Mais c'est moi. C'est moi. Vous êtes retombé amoureux, si c'est pas trop indiscret, après Coraline? J'ai rencontré quelqu'un dernièrement, effectivement. Et c'est plutôt quelqu'un qui m'a rencontré. C'est-à-dire? Ah, c'est joli. C'est l'inverse. Moi, j'ai toujours été... C'est toujours moi qui suis allé... Parce que je suis un dynamique, comme j'ai mes goûts, mes choix. Là, ça m'est tombé dessus. C'est tout nouveau. Mais c'est la première fois que c'est quelqu'un qui me rencontre, qui est venu vers moi, qui a mis son temps avant de me rencontrer. Et je suis ouvert à ce chemin-là. Donc c'est quand même sympa de sortir un petit peu de cette zone de confort, de se laisser surprendre. Je dois l'apprendre. Hein. Oui. J'ai pris des risques dans ma vie, mais je pense que j'étais sous contrôle. Je me contrôle énormément, mais c'est aussi dû à mon éducation. Hein. Éducation qui n'a pas été facile, avec des dogmes aussi. Et pour s'en sortir, il y a du boulot. Hein. J'ai du contrôle, mais j'ai besoin d'avancer toujours. J'ai eu un problème de santé il y a 7 ans qui m'a touché profondément dans ma vie d'homme. Hein. Puis j'ai eu un suivi après psychothérapie. Et là, j'ai eu besoin de retourner vers lui 7 ans après. Et je me souviens de ce qu'il m'a dit la semaine dernière, parce que c'est moi qui parle en général, hein, le psy il est là pour vous écouter. Il me dit, si je peux vous dire une chose, en vous, il y a deux choses. Il y a la flamme de vie, l'envie de vivre, et puis il y a l'homme blessé qui a été touché dans son corps. Et puis entre les deux, il faut trouver l'équilibre. Et moi, je suis encore, j'ai encore cette flamme de vie, puis j'arrive pas à accepter ce qui m'est arrivé. Il y a peut-être des hommes qui, à mon âme, et ça mon médecin me l'a dit aussi, me dit, vous savez, vous avez l'âge où votre corps, il diminue. Alors soit vous l'acceptez pleinement, mais moi j'ai encore trop cette force de vie. Et ça, je pense que c'est mon côté sagittaire, c'est ma force de vie. Alors, ça m'aide, mais il y a des moments, il y a des retours de manivelle. Il va falloir aller faire la paix. Il faut faire la paix avec ces deux-là, ouais. Jean-Paul, vous connaissez le concept du fil? On interviewe une personne, à la fin de l'interview, la personne qui est interviewée nomme une autre personne à qui elle voudrait passer le fil. Alors, à qui vous voulez passer le fil et pourquoi? Alors, le fil, je souhaite le passer à Sylvie pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une personne qui a une tête bien équilibrée, qui a une ouverture d'esprit, et qui a à la fois les pieds bien plantés dans le sol. Sylvie, c'est qui alors par rapport à vous? Alors, Sylvie, c'est une personne que j'ai rencontrée au village, dans une association. Je ne la connaissais pas avant. Cette personne habitait Genève avant de venir à Trélay. Elle était aux écoles à Genève, à la direction. Et puis... on s'est rencontrés dans un groupe et puis on s'est liés d'amitié comme ça.
Alors, il y a aussi, comme je vous ai dit, il y a plusieurs raisons. La première raison, je vous l'ai évoqué, c'est son côté intellectuel, ouvert. Il y a son côté terrien, et moi je suis un terrien à la base. Dans cette amitié, j'ai retrouvé quelqu'un, et je l'ai rencontré chez elle, qui a un jardin, qui parle à ses plantes. Voilà, il y a une communion qui est assez belle. Et quand vous avez entendu Sylvie parler à ses plantes, du coup ça a résonné, le lien que vous aviez de particulier finalement avec vos animaux? Oui, alors, disons que c'est pas ses plantes de son jardin que je l'ai vu parler, mais c'est quand elle venait à ma vigne. Et je l'ai vue, je l'ai observée une fois, même si elle venait pas y travailler, elle s'arrêtait, puis elle parcourait, et puis elle me disait... je leur parle, même avec une caresse sur les feuilles, c'était assez touchant. Merci beaucoup Jean-Paul, merci de vous être livré comme ça. Très très jolie interview, merci infiniment. Ouais, merci. Et c'est ici que nous laissons Jean-Paul pour aller découvrir Sylvie dans le 3e épisode du fil. Ouais, mais alors juste avant, on va aller se baigner parce que c'est une journée magnifique, il fait chaud, il fait beau, c'est juste incroyable. Oui, c'est magnifique, on a quitté Trélay pour aller à Nyon sur les bords du lac Léman et on compte bien en profiter. La plage, c'est un lieu idéal pour écouter des podcasts, t'es d'accord ? Je suis d'accord, oui. Et d'ailleurs, si ce podcast vous a plu, eh bien surtout, partagez-le et continuez à tisser des liens. Oui, surtout, continuez à tisser des liens. Et on vous rappelle que vous pouvez suivre l'avancée du fil sur le site de La Criée Média grâce à une carte interactive. Le fil, c'est un podcast qui explore les liens en Suisse romande. Alors, restez à l'écoute parce que le fil passera peut-être par vous. Allez savoir. À bientôt. À bientôt.